S'il y a bien une chose que nous a enseigné l'histoire, c'est que des empires sortent des ténèbres, atteignent leur apogée, puis disparaissent souvent dans le chaos le plus total. Dans l'univers du trône de fer, rares sont les peuples à s'inscrire dans la longue durée. Pourtant, de nombreux peuples ont façonné l'histoire des différents continents qui composent cet univers. Parmi les plus illustres, on retrouve les Rhoynar, peuple qui marquera l'histoire d'Essos et de Westeros. Les premières traces des Rhoynar remontent quasiment à 8000 ans avant la conquête. Dans toute l'histoire du trône de fer, il est dit que les Rhoynar étaient un peuple très en avance sur son temps et qu'à ce jour, peu de civilisations peuvent prétendre avoir atteint un tel niveau de développement. Vivant le long du fleuve de la Rhoyne, les Rhoynar ne s'aventuraient que rarement dans les terres, préférant naviguer et habiter le long des côtes. Connus comme étant d'excellents commerçants, pêcheurs, savants et artisans, les Rhoynar édifièrent au fil des siècles d'immenses villes le long du fleuve de la Rhoyne. Parmi ces grandes villes élégantes, on retrouvait la cité de Goydan-Droé dans les collines de velours avec ses immenses vergers et ses cascades, puis Nissar, la cité des fontaines, Arnoy avec ses grandes salles de marbre vert, Croyan, la plus grande de toutes, ville des fêtes, cœur du commerce Rhoynar et avec son immense palais de l'amour, et enfin Sarhoy à l'embouchure du fleuve et de la mer d'été, qui servait de porte d'accès à l'univers Rhoynar. Organisés en petits royaumes autonomes, mais ne formant pas un empire unifié, les Rhoynar fondaient leur société sur l'égalité homme-femme dans tous les domaines. Ainsi, il n'était pas rare de voir des femmes gouverner les cités Rhoynar, mais aussi s'engager dans l'armée aux côtés des hommes. Ces immenses cités-États atteignirent leur apogée grâce au commerce, à l'agriculture, mais aussi et surtout grâce à leur savoir-faire et savoir-vivre, autant du point de vue culturel qu'artisanal. Selon bon nombre de récits, il semblerait que les Rhoynar aient enseigné l'art du forgeage aux Andals lors de leurs multiples échanges afin de renforcer des liens amicaux tissés entre les deux peuples. De même, les Rhoynar vouaient un culte au fleuve de la Rhoyne qu'ils considéraient comme une déesse nourricière et protectrice. Le fleuve était pour eux la réincarnation de la déesse, et ils nommaient symboliquement le fleuve la mer Rhoyne. D'autres dieux mineurs, mais toujours rattachés au fleuve, étaient priés par ces derniers, que ce soit le roi crabe ou le vieil homme de la rivière qui prenait la forme d'une immense tortue. Les Rhoynar n'étaient pas un peuple agressif, on dit qu'ils préféraient toujours la paix plutôt que la guerre. En revanche, lorsqu'ils étaient attaqués, ils savaient se défendre grâce à leurs armures à écailles d'argent, casques en forme de tête de poisson, boucliers en carapace de tortue et leurs longues lances. La mer Rhoyne leur conférait aussi d'étranges pouvoirs. Il est dit que les Rhoynar pouvaient sentir le danger grâce au fleuve, et que certains avaient le pouvoir de faire sortir la Rhoyne de son lit pour noyer ses ennemis. Cette magie de l'eau très particulière est caractéristique de leur culture religieuse. C'est alors que des aventuriers valériens commencèrent petit à petit à arriver dans les villes Rhoynar après les guerres Giscari. D'abord méfiants et faisant face aux colons valériens lors de multiples petits conflits, les Rhoynar tolérèrent ces nouveaux arrivants, car ils estimaient que le fleuve était assez grand pour être partagé avec d'autres peuples. Mais très vite, les petites colonies valériennes se transformaient rapidement en immenses villes, comme par exemple Volonteris et Volantis, qui faisaient face aux villes Rhoynar. Les Andals, ayant eu vent des massacres commis par les Valériens chez les Giscari, ne voyaient pas d'un très bon œil ces arrivées multiples. C'est d'ailleurs cette méfiance qui a poussé la grande majorité des Andals à fuir autour de l'année 6000 avant la conquête, plutôt que de rester, car ils sentaient que les Valériens n'étaient pas là que pour commercer. Pourtant, au fur et à mesure que les Valériens agrandissaient leur empire, fondant de plus en plus de colonies le long de la Rhoyne, les tensions exercées sur le fleuve conduisirent à une série de plusieurs guerres sanglantes. D'autres chroniqueurs évoquèrent un tout autre élément déclencheur du conflit. Selon des légendes, les Valériens ont capturé une tortue géante dans leur filet et la tuèrent. Pour les Rhoynar, il s'agit clairement d'un acte de guerre, étant donné que ces tortues géantes sont sacrées et apparentées à la déesse mère Rhoyne. Très peu de temps après cet incident, les cités Rhoynar de Sarmel et valériennes de Volonteris furent les premières à s'affronter. Après d'immenses massacres respectifs, les Valériens brûlèrent Sarmel, tandis que les Rhoynar gagnèrent la bataille en inondant la ville des Valériens grâce à leur puissante magie de l'eau. Datée aux alentours de l'année 950 avant la conquête, cette première guerre ne dura pas très longtemps, mais elle fut suivie par d'innombrables autres batailles qui s'étalèrent sur près de 2 siècles et demi. Pendant cette longue période, les villes furent noyées, brûlées et reconstruites dans la hâte, bien que les Valériens semblaient sortir le plus souvent vainqueurs de ces combats. Comme à leur habitude, les Valériens réduisaient les peuples en esclavage, ce qui entraîna de nombreux déplacements de population. Les Rhoynar luttaient séparément, tandis que Valyria prêtait main forte à ses colonies lorsqu'elles manquaient de troupes, car contrairement à Valyria, les possessions et colons valériens n'avaient pas de dragons en réserve. Pourtant, la guerre prit un véritable tournant aux alentours de l'année 700 avant la conquête.
Contrairement aux guerres précédentes où ils restaient en retrait, 3 seigneurs dragons de Valyria se sont joints aux colons de Volantis pour détruire complètement la grande ville portuaire de Sarhoy à l'embouchure de la Rhoyne. La bataille fut terrible pour les Rhoynards et la défaite fut encore plus douloureuse. Les guerriers furent massacrés, les femmes et enfants réduits en esclavage, tandis que les Volantins répandirent du sel sur les ruines de Sarhoy pour que la terre soit infertile. La destruction de l'une des plus belles cités par le feu des dragons horrifia les Rhoynards. En réponse au massacre, le prince Garin de Croyan s'exclama lors d'une immense assemblée populaire. « Nous finirons tous esclaves, à moins de nous unir pour mettre fin à cette menace. » C'est alors qu'il rassembla les dernières armées Rhoynards sous sa bannière, parvenant à réunir plus de 250 000 soldats, ce qui est à ce jour la plus grande armée réunie à Essos. La princesse Nymeria fut la seule à refuser le conflit, car elle déclarait, je cite, « C'est une guerre que nous ne pouvons gagner ». Pourtant, malgré son refus, elle fut contrainte de partir avec le reste des troupes, car ses propres soldats étaient impatients de se venger. C'est à Seloris que cette immense armée connut sa première victoire. Faisant face à plus de 30 000 soldats valyriens, ils prirent d'assaut la ville et massacrèrent les soldats ennemis. Plus au sud, à Volonteris, ils firent face cette fois-ci à 100 000 soldats valériens, 100 éléphants de guerre et les 3 seigneurs dragons responsables du massacre de Sarhoy. Là aussi, les Rhoynards emportèrent une victoire décisive, massacrant les soldats ennemis et parvenant à battre 2 dragons grâce à leur archer, le 3e parvenant à s'échapper. Vainqueurs des Valyriens, les Rhoynards payèrent cependant cette victoire très cher. S'approchant de plus en plus de Volantis, les Volantins, paniqués après cette terrible déconvenue, envoyèrent des émissaires quérir de l'aide auprès de Valyria. La cité-mère répondit à l'appel et envoya non pas 3 mais plus de 300 dragons chevauchés par les seigneurs dragons revanchards. Face à une telle puissance aérienne, les Rhoynards furent massacrés et l'armée de Garin fut réduite à néant. Certains récits parlent d'une puissance de feu telle que même les eaux de la Rhoyne entrèrent en ébullition. Capturé et forcé de regarder son peuple se faire massacrer, Garin contempla le spectacle depuis sa cage, impuissant. Le fleuve, disait-on, vira même au rouge tant il y eut de morts ce jour-là. Mais ce n'était que le début. Les Valériens, désireux d'anéantir les Rhoynards une fois pour toutes, remontèrent le fleuve, réduisant tour à tour chaque ville en ruine, massacrant les quelques soldats restants, réduisant en esclavage femmes et enfants, toujours sous les yeux impuissants de Garin. Arrivé dans la ville d'origine de ce dernier, et après un immense massacre, Garin implora la déesse mère afin de maudire les Valériens. C'est alors que la déesse répondit à son appel, et cette nuit-là, la rivière inonda la ville, noyant de nombreux Valériens et couvrant toutes les ruines avec un brouillard dense et putride. Très vite, les Valériens survivants attrapèrent une maladie horrible et hautement infectieuse qui rend la chair dure comme la pierre, menant à une mort lente après des années de tourmente. Cette maladie, aujourd'hui tristement célèbre, sera nommée par la suite la Greyscale ou Gris Écaille. Des siècles plus tard, les ruines de Croyan, toujours recouvertes de cet étrange brouillard, sont encore habitées par des hommes de pierre exilés des différentes villes libres pour vivre en quarantaine dans les ruines. Hélas, on ne sait pas ce qu'il advient de Garin, même si les chroniqueurs supposent qu'il fut tué par les Valyriens peu de temps après cet événement. Restée en retrait de l'immense armée de Garin après leur victoire contre les 3 premiers seigneurs dragons, la princesse Nymeria eut vent de la déroute de son peuple face aux Valyriens. Stationnée à Nissar, Nymeria décida qu'il valait mieux quitter leur territoire plutôt que de finir esclave. Réunissant tous les navires dont elle disposait en cette année 700 avant la conquête, Nymeria fit monter tous les survivants de son peuple dans ses navires, qui, selon les récits, avoisinaient approximativement les 10 000 navires. Ainsi, elle fit voile vers le sud le long du fleuve de la Rhoyne, longeant les ruines encore fumantes des cités Rhoynards et les champs de cadavres en putréfaction. Afin d'éviter les troupes de Volantis et de Valyria stationnées à l'embouchure du fleuve, Nymeria emprunta un vieux canal et atteignit la mer d'été non loin des ruines de Sarhoy. La princesse se mit en quête de nouvelles terres pour son peuple, loin de Valyria. Essuyant de nombreuses tempêtes qui firent sombrer des centaines de navires, Nymeria et sa flotte accostèrent non loin du continent mystérieux de Sotorios, sur les îles du Basilic. Mais les rois corsaires qui vivaient dans ces îles exigeaient les plus belles femmes de la flotte en échange de leur installation. Nymeria refusa et décida de tenter sa chance sur Sotorios, continent mystérieux teinté de contes et légendes anciennes. S'établissant dans les ruines de Zamétar, une ville fondée par les Ghiscari il y a de cela des millénaires, une partie de la flotte fit voile vers les terres intérieures et s'installa dans les ruines de Yin. Sotorios semblait être l'endroit parfait pour les Rhoynards. Un vaste continent inexploré et inhabité, rempli de richesses comme de l'or, des pierres précieuses, du bois, des fruits et épices, mais les Rhoynards ne restèrent pas plus d'1 an à Sotorios.
La chaleur humide, à laquelle il fallait ajouter les maladies incurables répandues par des insectes, les animaux féroces et les incursions d'esclavagistes répétitives, firent plier le mental des colons. Un jour, alors qu'un navire Roynard remontait le fleuve en direction de Yin, ce dernier découvrit que les colons qui s'étaient installés là avaient tous mystérieusement disparu. Nymeria, confiante du danger, décida de reprendre la mer en 699 avant la conquête pour des terres plus clémentes. Naviguant sans réel cap, ils accostèrent en premier lieu sur l'île de Nath, l'île des papillons, mais furent frappés d'une mystérieuse maladie. Ils préférèrent rebrousser chemin. Puis ils mirent pied à terre sur les îles d'été, notamment une île nommée l'île aux femmes, mais suite à de mauvaises récoltes et à un sol infertile, ils remontèrent dans leur navire. À cet instant, beaucoup de Roynards avaient perdu leur confiance en Nymeria, pensant qu'ils ne trouveraient jamais de terre pour s'établir. Certains d'entre eux quittèrent Nymeria pour suivre une prêtresse nommée Druselka, qui disait avoir entendu la mère Rhoyne appeler son peuple. Mais une fois arrivés près de l'embouchure du fleuve, ces derniers tombèrent nez à nez avec des Valyriens qui, encore une fois, envoyèrent tous ces naufragés dans les mines. Amoindris par les épreuves successives, la flotte de Nymeria mit cap en direction de l'ouest vers un autre continent, Westeros. Ils accostèrent en 696 avant la conquête, au niveau de Dorne, près de l'estuaire de Sang-Vert au pied des remparts de Lancélion, capitale du petit royaume de la Maison Martell. Territoire aride, isolé et composé de nombreuses petites entités territoriales autonomes, Dorne était une région pauvre où chaque seigneur se disputait les fleuves et côtes. On dit dans la tradition que Nymeria accosta avec une grande armée composée majoritairement de femmes, mais aussi d'hommes aguerris par les épreuves. Plus que des soldats, les Roynards apportaient avec eux tout leur savoir-faire en matière de forgeage d'armes et d'armures, mais aussi des artisans, maçons, sans oublier leur magie de l'eau, qui, dit-on, aurait permis de faire couler de l'eau dans les fleuves de Dorne, qui étaient quasi asséchés à l'époque. De même, les terres proches des fleuves devinrent des terres fertiles et vertes. C'est alors que Mors Martell, seigneur de la ville, décida de prendre Nymeria pour épouse afin d'unir les peuples Martell et Roynard. Pour célébrer leur union, Nymeria mit le feu à ses bateaux, déclarant, je cite, « Nos voyages sont terminés, nous avons trouvé une nouvelle patrie, nous vivrons et mourrons ici. » Suite à cette décision, certains Roynards, déçus du comportement de Nymeria, décidèrent de remonter sur leurs bateaux et on dit qu'ils errent encore sur les fleuves de Dorne, vivant de la même manière que lorsqu'ils vivaient le long des berges de la Rhoyne. Suite à cette union, Nymeria proclama Mors Martell prince de Dorne, mais cette proclamation était bien plus facile à dire qu'à faire. Beaucoup de petits royaumes et cités voisines refusaient de reconnaître cette nouvelle autorité centrale à Dorne. Ainsi, les Martell, accompagnés de leurs alliés Roynards, firent tour à tour la guerre aux petits rois de Dorne. Au fil du temps, Nymeria envoya pas moins de 6 rois au mur chargés de chaînes d'or, s'accaparant par cet acte leur territoire. Le roi Yorick V Ferbois fut celui qui opposa le plus de résistance aux alliés dorniens et Roynards. Durant 9 années, ils combattirent férocement les uns contre les autres, jusqu'à ce que le prince Mors Martell pérît des mains du roi Yorick, autour de l'année 687 avant la conquête. Il fallut 2 années supplémentaires à Nymeria pour vaincre totalement cet ennemi. Régnant sans réel partage du pouvoir, Nymeria se remaria 2 fois par la suite, dont un mariage avec le seigneur Davos Dane, et la princesse demeura le monarque incontesté de la région de Dorne pendant plus de 27 ans. Durant son règne, Nymeria survécut à pas moins d'une douzaine d'attentats, réprimant 2 rébellions et repoussant les invasions des rois Duran III, roi de l'orage, et du roi Graydon du Bif. À sa mort, ce fut l'aîné de ses filles qu'elle avait eue avec Mors Martell qui lui succéda, et non le fils qu'elle avait eu avec Davos Dane. Dès leur arrivée, les Dorniens avaient adopté les coutumes et lois des Roynards, et par cet acte, les femmes pouvaient hériter de la couronne de Dorne à la place des hommes. De même, les longues lances maniées par les Roynards devinrent les armes caractéristiques des armées de Dorne. Ainsi, après d'innombrables conflits et massacres, les Roynards purent enfin prospérer et se mêler aux habitants de Dorne. De l'autre côté du détroit, Valyria, véritable reine de la partie ouest d'Essos, détruisit les dernières villes des Roynards délaissées par ses habitants et qui ne sont plus qu'un immense champ de ruines actuellement. Pourtant, un événement allait changer à jamais le cours de l'histoire et faire basculer Valyria dans les furies de la destruction. Un événement que l'on connaît sous le nom du fléau de Valyria. Mais ça, vous vous en doutez, c'est une toute autre histoire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde!